Bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence vers la fin du micro-BIC en location Airbnb. Aujourd'hui, on a le plaisir de réaliser cette webconférence avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Aurélie. Bienvenue à tous. Alors, on a un onglet questions. N'hésitez pas à poser cette question via cet onglet. En termes d'organisation, on se donne une petite demi-heure de présentation du sujet et on répondra à vos questions-réponses sous un format d'une dizaine de minutes à l'issue de cette présentation. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Très Thierry, je te bien. laisse peut-être te présenter Oumi. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est une initiative qu'on avait prise chez Omi à la demande de pas mal de nos propriétaires d'avoir des informations sur la fiscalité, savoir un petit peu ce qui bougeait. Et pour répondre, rien de mieux que de faire appel à un expert, une experte en l'occurrence avec Aurélie, et de chez Amaris, notre partenaire depuis le début de l'aventure Omi. Alors, je sais qu'on a pas mal de clients qui se sont inscrits. On a aussi des personnes qui réfléchissent à venir travailler avec nous chez Oumi. Donc, un petit rappel d'Oumi aujourd'hui. Donc, nos deux métiers de base, hein, c'est la location et la conciergerie. Aujourd'hui, on a 14 conciergeries sur le territoire, principalement sur la façade atlantique, Bretagne, Pays de la Loire, et puis on descend également dans les Charentes. Et on a une petite particularité dans les Pyrénées. C'est 65 collaborateurs ont mis et c'est plus de 700 biens actifs aujourd'hui en termes de location et de conciergerie. Oumi, on s'est développé autour de 5 grands métiers, les deux métiers de base, donc gestion de la location et conciergerie. Et puis très vite, on s'est aperçu de l'intérêt d'accompagner nos propriétaires et de leur donner des conseils sur la gestion de leur patrimoine immobilier, principalement sur les aspects fiscaux. Et là, on s'est entouré d'experts comme Amaris. Mais on intervient également sur la gestion de l'habitat, donc tout ce qui va être aménagement, amélioration, upstaging, et puis l'assurance, parce qu'il y avait un loupé un peu sur ce sujet-là, sur les métiers des propriétaires, sur le métier de propriétaire loueur. Et on a construit un produit d'assurance qui est très spécifique, mais qui répond à toutes les spécificités d'un propriétaire qui veut faire de la location et qui a besoin de s'assurer dans les meilleures conditions possibles, protéger son bien, mais également protéger son investissement finalement. Donc voilà, donc ça, ce sont les grands métiers d'Oumi. Et puis, on a fait appel à Amaris, donc avec beaucoup de références également. Toi, si tu veux en parler. Oui, merci Thierry. Donc, Amarissimo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est aujourd'hui c'est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié à l'accompagnement des investisseurs immobiliers et notamment ceux qui investissent dans le cadre du dispositif du loueur en meublé, qu'il s'agisse de résidences-services, qu'il s'agisse de la location Airbnb ou alors d'un bien meublé plus traditionnel. On accompagne aujourd'hui plus de 17 000 clients sur tout le territoire. Alors, nos clients sont présents partout dans le monde dès lors qu'ils ont un bien qui est situé sur le territoire français. Chez Amaris, on a également la possibilité d'accompagner nos clients qui réalisent des investissements locatifs type Pinel et qui ont besoin de sécuriser leur réduction d'impôts. Et comme on a des activités pluridisciplinaires au sein du groupe, on a aussi la possibilité d'accompagner ceux qui constituent des sociétés qui hébergent de l'immobilier, type SCI, SARL de famille, pour en réaliser derrière la gestion comptable et fiscale. Voilà pour la brève présentation d'Amaris Simo. Avec une énorme croissance ces dernières années quand même, parce que ça, vous avez bien accéléré. Oui, effectivement, comme la location meublée et la location Airbnb a pris de grosses parts de marché sur le territoire français, et bien évidemment, on a profité aussi de l'émergence de cette nouvelle activité. Et puis aussi parce qu'en fiscalité, en fait, en location meublée, eh bien, on a un peu plus d'évangélisation sur le régime réel et donc beaucoup de loueurs s'y intéressent puisque c'est aujourd'hui la solution la plus performante pour obtenir des revenus locatifs qui sont non fiscalisés. Et donc, désormais, en tout cas, sur notre exercice 2022-2023, on accompagne plus de 400 nouveaux clients par mois. Donc, on a la chance d'avoir une très grosse croissance chez Amarissimo. Alors, rapidement, donc on va voir les outils d'Oumi pour optimiser vos revenus locatifs. Et ensuite, une fois qu'on a généré ces revenus, c'est comment fiscalement bien optimiser sa comptabilité et puis c'est bien sûr sa fiscalité. Pour faire très simple, beaucoup connaissent Soumis déjà, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une plateforme de location connectée à l'ensemble des marchés. C'est notre premier outil, en fait, hein, pour générer du revenu régulier à nos propriétaires. C'est déjà de leur permettre d'être visibles. Donc, on a notre propre plateforme de location chez Oumi, mais on a
aussi cette plateforme qui est connectée à 28 plateformes internationales. Donc, principalement, bien sûr, vous connaissez Airbnb, Booking, tout le groupe HomeAway avec Abritel, mais on est également connecté avec des plateformes étrangères, plutôt allemandes, hollandaises, belges, anglaises, ce qui fait qu'on arrive à toucher beaucoup, beaucoup de public. Et c'est un peu la force de pouvoir tout synchroniser sur un seul planning, c'est-à-dire que chez Xiaomi, chaque propriétaire a son planning synchronisé et en temps réel, il peut ouvrir des périodes de location ou fermer des périodes de location pour son usage personnel. On va le voir derrière, c'est la clé un peu du fonctionnement. La première entrée chez Xiaomi, et c'est important pour nous, on parle de revenus annuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la location a énormément changé. Avant, on louait notre semaine en été, nos 15 jours, etc., etc. Aujourd'hui, la location s'est complètement transformée, elle s'est professionnalisée. Et des voyageurs apprécient de pouvoir venir sur des week-ends, des courts séjours, venir même télétravailler, etc. Donc, on a développé un outil qui s'appelle le Graal, le générateur de revenus annuels locatifs, et qui nous permet de faire des estimations très fiables pour nos propriétaires en leur disant, voilà, cette année, si on loue tant de courts séjours et tant de longs séjours, on va générer entre tant et tant de revenus. Ça fonctionne en fait parce qu'on est capable, avec la data qu'on a récupérée, qu'on collecte auprès de toutes les plateformes dont je vous parlais, Airbnb et autres, d'agréger l'ensemble des données que l'on a et d'être assez précis sur le prix moyen des séjours à telle ou telle période. Et donc, quand on va définir avec vous le potentiel locatif du bien, il va principalement dépendre de la capacité des semaines que vous nous mettez en location. Là, on a pris un exemple. Par exemple, on est pour ce propriétaire-là en capacité soit en estimation basse de louer qu'un séjour en juillet et qu'un en août parce qu'il a une utilisation régulière de son bien. À l'inverse, sur une estimation haute, un propriétaire qui souhaitera louer son bien, moins occuper son bien, va nous libérer plus de temps et donc on va pouvoir beaucoup plus louer son bien. Et là, on part sur une estimation à 2 grands séjours en juillet et 3 séjours en août. Et tout au long de l'année, on va pouvoir égrener des séjours. Donc en janvier, en février, en fonction de la typologie du bien. Et puis, on a un petit outil, le FlexiPrix, qui nous permet aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle dans notre jargon le yield. En fait, on va pouvoir faire du pricing, c'est-à-dire gérer nos tarifs tout au long de l'année en fonction de l'offre et de la demande. On ne fait plus des semaines comme le faisaient auparavant certains acteurs, de dire, voilà, je mets une semaine en location à tel prix l'été, je mets en haute saison, en moyenne saison, etc. Nous, on a juste un indicateur qui est la haute saison, mais après, on a des outils et des équipes qui vont faire ce pricing et à chaque fois aller vendre le bon prix au bon moment. Et donc, c'est un peu notre force chez Xiaomi. Et on a trois acteurs, enfin 3 outils, mais qui sont en même temps des acteurs pour les premiers. C'est d'abord une équipe de revenu manager. Le revenu manager, c'est un métier qui s'est énormément développé, notamment dans différents métiers de la location. Mais vous connaissez le principe, il est simple. Quand vous voulez réserver des billets d'avion, c'est étonnant, on n'a jamais le même prix sur les billets d'avion. Ça dépend à quelle période vous allez les réserver, ça dépend s'il y a une forte demande sur les vols, etc., etc. Pour la location saisonnière, c'est exactement le même principe. On analyse le marché en temps réel, on regarde l'offre et la demande et on régule nos tarifs en fonction d'eux. C'est bien qu'on optimise en permanence le revenu locatif de nos propriétaires. Le deuxième, c'est le FlexiPrix. On a besoin de cette souplesse, c'est-à-dire qu'auparavant, un mandat en gestion saisonnière, fixait ses tarifs, c'est-à-dire qu'on disait à nos propriétaires, en juillet, telle semaine, on va la louer tel prix, en août, telle semaine, on va la louer tel prix, etc. Aujourd'hui, on va fixer un revenu pour la haute saison, un revenu minimum pour notre propriétaire, et après, vous allez nous donner la possibilité d'aller travailler du FlexiPrix, c'est-à-dire à plus ou moins 20%. On va automatiser le pricing sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est la deuxième force du principe d'Umi. Pardon. Et la troisième, qui pour moi est la plus importante, c'est notre présence sur le terrain. Pour louer régulièrement et souvent, il faut être très, très disponible. Et donc, chez Xiaomi, on a fait le choix de donner une solution humaine à ce métier. Et donc, on a des conciergeries qui sont réparties sur le territoire et qui vont accueillir les voyageurs. Donc là, on a développé notre propre web app, par exemple, qui permet à nos équipes d'être connectées en permanence avec les réservations, d'être quasiment instantanément informés de la réservation. Et donc, on est capable de faire des courts séjours de dernière minute, de pouvoir optimiser en permanence votre planning. Voilà, ce sont les 3 grands outils qu'on utilise aujourd'hui pour dire que le monde de la location saisonnière a complètement été transformé. On n'est plus sur
je réserve mes vacances longtemps à l'avance, je viens, etc. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, notre équipe doit être en permanence connectée au marché et répondre à la demande. Donc voilà, avec ces trois outils-là, on a tendance à dire aujourd'hui qu'on est capable, par rapport à un propriétaire qui faisait ça de manière classique avec les plateformes habituelles, type un Abritel par exemple ou un Leboncoin, on est capable de faire du plus 30, plus 40% en location. Le premier sujet, il n'est pas tellement de louer plus l'été parce que ça, tout le monde sait le faire. Le vrai sujet, il est de pouvoir aller chercher les ailes de saison. Ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est toutes ces périodes avant la saison et après la saison. Être capable de louer en mars, en avril, en septembre, même en octobre, parfois en décembre. Et donc, de pouvoir aller travailler toutes ces périodes-là. Et là, c'est notre efficacité, c'est notre outil qui nous permet de le faire. Donc, globalement, on va générer plus de revenus à notre propriétaire. Et souvent, la question, c'est comment déclarer ses revenus, que faire de ses revenus, et c'est tout l'intérêt de la présentation d'Aurélie. Alors, c'est une vraie complémentarité, Thierry, tu as raison de le souligner parce que générer des revenus, c'est bien. Évidemment, c'est l'objectif, mais pour les optimiser, alors il y a toutes tes solutions chez Oumi, mais il y a aussi les bonnes options fiscales à réaliser. Et si on déclare correctement, eh bien, on peut optimiser et gagner aussi quelques centaines d'euros. Donc, le cumul des deux est vraiment extrêmement important à avoir quand on se lance dans une activité de location saisonnière. Déjà, la première info que je souhaiterais vous partager, c'est que 70% des loueurs font des erreurs dans leur déclaration. Et c'est peut-être au-delà, mais en tout cas, ça, c'est une donnée qu'on peut récupérer et une analyse qu'on a pu faire avec des données collectées auprès de l'administration fiscale. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les loueurs ne réalisent pas les déclarations préalables qu'ils sont censés faire. Et ensuite, par simplicité, ils optent pour le régime du micro-BIC. Alors, juste avant ça, pour rappel et pour réexpliquer le contexte, lorsqu'on fait de la location meublée, on a besoin de deux éléments, un contrat de location et le mobilier qui va nous permettre d'être sous le régime de la location meublée. Et lorsqu'on est sous le régime de la location meublée, contrairement à la location vide, les revenus sont à déclarer dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux et non dans la catégorie des revenus fonciers. Ça, c'est une première source d'erreur chez certains de nos propriétaires. Ensuite, et au moment de cette déclaration, alors on a une petite nouveauté quand même depuis 2023, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2023, on déclare son activité auprès du guichet unique accessible sur le site de l'INPI. Je ne vous cache pas qu'en tant que propriétaire particulier, l'inscription peut vous paraître en tout cas assez complexe parce que elle emprunte un jargon qui est un jargon de professionnel, alors qu'en tant que particulier, on a du mal à comprendre. D'ailleurs, c'est une formalité d'entreprise, alors que lorsqu'on fait une activité de location meublée en location Airbnb, on est plutôt dans une activité de gestion patrimoniale. Or, le LMNP, eh bien, ça reste une immatriculation d'activité, d'une activité en nom propre. Et donc, d'un point de vue juridique, eh bien, c'est une création d'entreprise individuelle, même si on est dans une gestion purement patrimoniale. Alors, cette déclaration, on doit la faire normalement dans les 15 jours qui suivent le début de son activité. Son début d'activité, on va le définir en fonction soit de sa première mise en location, soit la première intention de louer, la première publication, ou alors au moment de l'achat de son bien, si on le destine à une activité de location saisonnière et qu'on en a connaissance dès le départ. Je précise que cette étape, ce n'est pas une option, elle est bien obligatoire. Beaucoup d'entre vous l'occultent et vous allez voir, parce qu'on va en parler à la fin, qu'on a aujourd'hui l'administration fiscale qui commence à nous demander depuis nos espaces impôts.gouv un certain nombre d'informations. L'administration fiscale va pouvoir bientôt mieux détecter les propriétaires qui ont occulté cette étape déclarative. Je me permets sur ce sujet-là, c'est depuis quelques années, l'État nous met, nous, en tant que plateforme de location, une pression de plus en plus forte pour la remontée des datas. Airbnb, il y a eu pas mal de sujets sur Airbnb et autres. On est tous obligés de remonter les datas locatives vers Bercy. Donc, de toute façon, oui, il y aura un contrôle de plus en plus fréquent. Bien sûr.
Alors, lorsqu'on fait cette déclaration d'activité, en tant que propriétaire, vous avez 2 options. L'option, du micro-BIC, celle qui est la plus connue et la plus simple aussi. Elle est accessible dès lors que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 € et lorsque votre logement est classé meublé de tourisme, vous pouvez prétendre à cet abattement jusqu'à un chiffre d'affaires de 188 700 €. Le principe du régime du micro-BIC, c'est vrai qu'il est simple. Ça veut donc dire que si vous avez 10 000 € de revenus locatifs générés, alors attention, c'est bien 10 000 € générés avant déduction des frais de plateforme qu'il faut déclarer ou avant même les frais de la conciergerie éventuellement. Donc ça, c'est important comme notion. Et bien sur ces 10 000, vous déclarez bien les 10 000, mais l'administration fiscale, elle va retenir seulement 50%. Ça veut dire qu'elle va venir vous imposer sur 5 000 €. Si vous prétendez à l'abattement, si vous prétendez au classement meublé de tourisme, cet abattement, lui, il est de 71%. Ça voudrait donc dire que vous seriez taxé seulement sur 2 900 €. L'autre option, c'est d'opter pour le régime réel. Mais le régime réel, dans la tête des propriétaires, très souvent, ils se disent si je n'ai pas de charges, si je n'ai pas de travaux, eh bien le régime du micro est amplement suffisant. Or, on va vous l'expliquer et puis à travers un exemple, vous présenter que le régime réel est dans 95% des cas l'option à retenir, même si vous êtes au régime, même si vous avez opté pour le classement meublé de tourisme. Alors, le régime réel, c'est soit une option où ça s'applique de plein droit, évidemment, pour les propriétaires qui auraient un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 € ou 188 700 € s'ils ont le label classement meublé de tourisme. L'avantage du régime réel, c'est qu'on va pouvoir déduire toutes ces dépenses sans aucune restriction. Vous avez des frais kilométriques pour vous rendre sur ce bien immobilier destiné à la location meublée, on va pouvoir les déduire. Vous avez une dépense de construction, on va pouvoir la déduire également. Alors qu'en location vide, par exemple, les dépenses de construction, elles ne sont pas déductibles. Et puis, on va pouvoir déduire aussi l'achat de votre mobilier. Tout le mobilier qui va être mis à disposition va pouvoir se déduire via l'amortissement. Et pas seulement le mobilier, on va également pouvoir déduire votre immeuble. C'est-à-dire que la valeur de votre bien va venir se déduire. Alors, c'est le seul dispositif aujourd'hui qui permet de déduire l'achat de son bien immobilier de ses revenus locatifs. Alors, via une méthode comptable qui est l'amortissement, mais le principe, c'est bien celui-ci. Petite précision sur l'amortissement, soit on va amortir en fonction du coût d'acquisition, c'est-à-dire si j'achète mon bien en 2023, eh bien je vais pouvoir prendre la valeur de mon bien, les travaux éventuellement réalisés et également les frais de notaire. Alors que si je détiens un bien depuis très longtemps, imaginons que j'ai fait l'acquisition ou j'ai reçu un bien en donation en 1991, que mon bien avait une valeur de 180 000 €, mais qu'aujourd'hui mon bien en vaut 360 000 €, je vais pouvoir déduire, amortir sur la base de la valeur au jour du passage à l'actif. Donc, c'est bien la base des 360 000 €, ce qui est extrêmement intéressant pour vous. Je vois une question qui est d'Isa Debris qui indique est-ce que l'eau, le gaz et l'électricité est déductible? Évidemment que toutes ces charges sont déductibles. Petit rappel, donc, en tant que propriétaire, vous avez soit le régime du micro-BIC d'un côté, soit le régime réel. Mais petite précision, pour toutes les personnes qui détiennent les biens en indivision, donc ça veut dire avec un frère, une sœur, un ami, toutes les personnes qui sont mariées sous le régime de la séparation de biens ou pacsées sous le dispositif de la séparation de biens également, ces personnes-là ne peuvent pas prétendre au régime du micro-BIC. Ils doivent obligatoirement déclarer au régime réel. Alors, on va étoffer cette présentation par un exemple. L'exemple de la valeur d'un bien de 360 000 €. On était parti d'un exemple d'un bien qui avait été transmis par donation, qui en valait 180 000, qui en vaut 360 000 aujourd'hui. Et on sait que ce bien va nous permettre de générer 14 400 € de revenus locatifs par an. Eh bien, sur ce bien immobilier,
Si je décide d'opter pour le régime du micro-BIC parce que je suis mariée sous le régime de la communauté ou que je détiens ce bien, que je suis seule propriétaire, je vais pouvoir opter pour le régime du micro-BIC. Je vais donc déclarer mes 14 400 €, mais je vais avoir un abattement de 50% sur mes revenus locatifs. Ça veut donc dire que je vais être, alors dans cet exemple-ci, je suis un propriétaire taxé dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Ça veut donc dire que sur mes 14 400 €, je vais avoir 3 398 € d'impôts et de prélèvements sociaux sur cette première année de revenus locatifs. En optant pour le régime réel, dans cet exemple-ci, je n'ai même pas pris d'intérêt d'emprunt. C'est-à-dire que c'est un propriétaire qui n'a pas de dépenses, enfin, qui n'a pas de charges, qui n'a pas de travaux, qui n'a pas d'intérêt d'emprunt non plus. Il va avoir forcément sa taxe foncière, son assurance propriétaire non occupant à déduire et ses fameux amortissements. Les amortissements sur la valeur d'un bien de 360 000 € représentent 12 240 €. Vous voyez qu'on a gommé 90% des revenus locatifs alors qu'on a dépensé 0 centime, mais par le principe et la méthode comptable du régime réel de l'amortissement de votre bien immobilier. Ça veut donc dire que ce foyer a économisé 33 000 €, enfin quasiment 34 000 € d'impôts sur 10 ans, cotisations sociales inclus. C'est juste très important et tout ça parce qu'ils ont pris la bonne option au bon moment. Alors, si toutefois vous étiez au régime du micro et vous avez envie de basculer au régime réel, sachez que vous pouvez modifier cette option jusqu'à la date de votre prochaine déclaration de revenus. Donc, vous avez un peu de temps devant vous pour modifier vos options. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. En revanche, si vous optez pour le régime réel, vous vous engagez pour un minimum 2 ans. Mais nos loueurs qui investissent et qui optent pour le régime réel, en général, ils optent pour cette option pour une durée qui est plutôt entre 15 et 20 ans, puisque ça leur permet d'obtenir des revenus soit nets d'impôts ou peu fiscalisés pendant toute cette durée. Alors, je vois beaucoup de questions sur comment on a calculé l'amortissement. Alors, ça va dépendre du bien, en fait, et surtout de la localisation du bien. Mais en principe, je vais vous donner un principe général, c'est qu'on va pouvoir amortir 45% de la valeur du bien sur 50 ans, ça va correspondre aux grosses œuvres. Ensuite, on va prendre 10% de la valeur du bien qu'on va amortir sur 20 ans, ça correspond à la façade, étanchéité. Et ensuite, 30% de la valeur du bien qu'on amortit sur 15 ans. Et ça correspond à tout ce qui est installation générale, technique et agencement. Donc, on a, avec cette méthode-ci, c'est là qu'on obtient les 12 240 € de cet exemple. Donc, si vous vous posez la question sur le site Amaris Simon, on a un simulateur d'amortissement. N'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez une réponse instantanée en fonction de la valeur de votre bien. Je vois une petite question là aussi pour les chambres d'hôtes dans son logement principal. Doit-on déduire les charges au prorata de la surface utilisée? La réponse est oui. Mais attention, l'activité de chambre d'hôte n'est pas le régime de la location meublée non professionnelle. C'est une déclaration d'activité en tant que chambre d'hôte à part entière. Hein. Et donc, on a des règles qui sont un peu différentes. D'ailleurs, pour les chambres d'hôtes, sauf exception, mais le régime du micro-BIC est souvent le plus simple et le plus facile à mettre en place. Mais là aussi, tout dépend du nombre de chambres, du chiffre d'affaires qui est généré et de la partie qui est mise en exploitation dans la résidence principale. La question, c'est Nathalie Richard, pour déclarer la valeur du bien, faut-il une attestation d'un professionnel? Alors, il est préférable d'avoir une attestation qui soit réalisée par un notaire ou un expert immobilier agréé, parce qu'en cas de contrôle fiscal, elle ne serait pas discutée. Mais vous pouvez aussi demander à 2 agences immobilières et on prend la moyenne de ces 2 pour pouvoir justifier du montant de la valeur portée à l'actif de votre activité. De toute façon, ce n'est pas forcément un bon conseil que de surévaluer le prix du bien. Il n'y a pas forcément besoin, généralement, parce qu'à cela, si on vient rajouter en plus toutes les charges d'exploitation, etc., il y a quasiment 0 impact sur l'imposition. Donc, le but n'est pas forcément de forcer le prix ou d'exagérer le prix de la loc. Il y a même un petit risque. Oui, alors ça pourrait être le cas pour les personnes qui ont des rendements très, très importants, qui flirtent sur les 15-20% de rendement. Donc là, ils chercheraient effectivement, mais ce n'est pas l'objectif, hein, attention. Donc,
Il faut vraiment avoir des éléments factuels. Pensez toujours au contrôle fiscal et vous aurez les meilleurs réflexes en raisonnant contrôle fiscal. Il y avait une toute petite question pour ne pas l'oublier. Est-ce que la déclaration est par logement ou peut-on cumuler 2 logements? Alors, dès lors qu'on réalise une activité de location meublée au sein d'un même foyer, au sein d'un même propriétaire, pardon, on doit déclarer une activité. C'est-à-dire que si je réalise une activité de location meublée, moi, Aurélie Templet, je vais déclarer une activité de location meublée. En revanche, je vais prendre une option pour mon activité de location meublée. En revanche, si j'ai d'autres biens, il va falloir que je déclare mes autres biens. Ce n'est pas une activité, mais je vais déclarer à l'administration fiscale le fait de mettre en location meublée d'autres logements en location meublée. Et je vais donc avoir une option fiscale pour la totalité. Je ne peux pas, Aurélie Templet, choisir d'avoir un bien au régime réel et un autre au régime du micro-BIC, puisque c'est une activité qui est déclarée et non un logement. Et une toute petite question technique à laquelle tu sauras mieux répondre que moi. Y a-t-il de la CSG-CRDS en micro-BIC? Oui, en fait, sur la base taxable, vos revenus locatifs sont soumis aux cotisations sociales, donc la CSG-CRDS. Tout à fait. Aux prélèvements sociaux, pardon, excusez-moi. Alors, on le voit ici, 95% de nos simulations réalisées pour nos loueurs. Alors, il faut savoir qu'on fait à peu près une cinquantaine de simulations par jour, voire un peu plus. Et 95% d'entre eux ont intérêt à opter pour le régime réel. Les personnes qui n'ont pas intérêt à opter pour le régime réel, c'est ceux notamment qui réalisent cette activité de location meublée au régime réel depuis déjà 20-25 ans. Pourquoi pas? Et, dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent avoir épuisé la totalité de leurs amortissements. Et puis, on va avoir aussi peut-être ceux qui ont des très, très forts rendements locatifs, notamment ceux qui ont parfois des biens chez eux, qui ont réalisé une activité chez eux. Alors, pas dans leur résidence principale, hein, mais dans un bien, un annexe, et qui ont des rendements parfois vraiment très importants pour un coût d'acquisition ou de construction très faible. Encore une fois, d'où l'intérêt aussi de lancer la simulation et de regarder un peu ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Trois petites questions, juste pour revenir sur l'amortissement. Oui. Tu prends en compte 15% pour la valorisation du terrain, c'est ça? Alors ça, c'est en principe et c'est sur les territoires non tendus. Évidemment, si on est à Paris, les 15%, ça ne va pas tenir. Okay. À Paris, on va plutôt être sur 40%. Après, sur des territoires tendus, on va plutôt être à 20%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même des communes qui se déclarent en zone de forte tension aussi sur l'habitat. Il va falloir faire attention à ça dans les années à venir. Pascal Pellerin, j'ai commencé ma location l'année dernière, je ne me suis pas déclaré. Dois-je préciser que j'ai commencé l'année dernière ou je déclare cette année? Alors, de toute façon, on va arriver sur la déclaration 2022 de revenus. Ouais. Donc, il y a probablement un gros intérêt à régulariser dès le départ. C'est-à-dire que l'idée, c'est de regarder, de faire une simulation. On regarde quel est l'intérêt entre le régime du micro-BIC et le régime réel. Et on régularise. Il faut savoir que l'administration fiscale est à ce jour très tolérante auprès des propriétaires et accepte. Alors, on a 3 SIE qui sont un peu plus exigeants et qui ont parfois refusé des régularisations. Mais normalement, ils acceptent la régularisation dès 2022. Alors, de toute façon, moi, je vous invite forcément à régulariser au plus tôt parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis votre espace particulier impôts.gouv.fr, depuis 2022, on a un onglet qui s'appelle « Biens immobiliers » et nous avons tous, en tant que propriétaires, cette obligation avant le 31 juin 2023 de déclarer l'occupation et les loyers générés sur ces biens immobiliers. Sur cette déclaration d'occupation, vous allez indiquer sur ce bien immobilier, est-ce que c'est votre résidence principale? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Est-ce que c'est un logement social? Est-ce que c'est un bien qui est mis à disposition à titre gratuit? Est-ce que votre logement est vacant? Ou est-ce que votre logement est loué à titre d'habitation ou un local commercial ou professionnel? Ensuite, vous allez déclarer qui est l'occupant. Est-ce que c'est une personne physique ou c'est une personne morale? Si c'est une personne morale, vous devrez mettre le numéro de SIRET. Si c'est une personne physique, indiquez la date de naissance de l'occupant. Vous devrez indiquer également la forme de location. Est-ce qu'on est sur de la location vide, location meublée? Si vous faites de la location meublée, l'administration fiscale va vous demander votre numéro de SIRET. Donc, si vous ne l'avez pas, ça ne va pas être bloquant. En revanche, ça va bien alerter l'administration fiscale que la démarche n'a pas été réalisée.
Ensuite, vous allez indiquer la date d'entrée dans les lieux de votre locataire et les loyers qui sont attendus. Donc, ça fait beaucoup d'informations à renseigner et à transmettre à l'administration fiscale. Ce qui va permettre aussi à l'administration fiscale d'obtenir un peu plus d'informations pour mieux mettre à jour le prélèvement à la source sur vos revenus locatifs. Et l'objectif initial de cette démarche, c'est aussi pour l'administration fiscale de mettre à jour la… Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de taxes d'habitation sur un certain nombre de biens. En revanche, les résidences secondaires et les biens destinés à la location meublée en résidence, en location saisonnière sont encore éligibles. De même que les logements vacants sont soumis à une taxe sur les logements vacants. Donc, c'est pour pouvoir mieux appréhender le calcul, les montants et la transmission de ces informations près des propriétaires que cette démarche est devenue obligatoire. Et je le rappelle, vous avez l'échéance jusqu'au 30 juin pour actualiser votre espace. Passé le 30 juin, vous vous exposez une amende de 150 € par local. Donc, on peut éviter, profitons-en. Petite question rapide, Pierre-François Marteau, si on loue une maison pendant 2 mois et qu'on en a l'utilisation personnelle pendant 10 mois, Oui. peut-on tout de même retenir dans le calcul la totalité de l'amortissement? Non, absolument pas, mais on va proratiser. Après, on va regarder en fait en fonction du propriétaire. Parfois, le propriétaire, il va nous dire, je le mets seulement en location 2 mois dans l'année, parce qu'il a trouvé des locataires seulement pendant 2 mois. Mais peut-être qu'il avait une volonté de le louer un peu plus. Si c'est le cas, on va plutôt fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va demander au propriétaire, on va considérer que le bien, il est mis à disposition toute l'année parce qu'il a une intention de rechercher des locataires toute l'année. En revanche, son usage privatif va venir en déduction. On va demander au propriétaire combien de semaines le propriétaire a occupé son bien à titre d'un usage privatif. Et on va donc pondérer et proratiser les charges et les amortissements en fonction. Alors, le sujet suivant, il m'intéresse particulièrement, donc je te laisse l'expliquer, mais Alors, je voudrais apporter une petite précision parce que beaucoup de loueurs ont des blocages psychologiques avec le seuil des 23 000 €. Parfois, certains se disent, ah oui, si je veux rester en régime de location meublée non professionnelle, il faut que je réalise moins de 23 000 €. Alors, je vais juste redonner la définition du loueur en meublé professionnel. Pour être loueur en meublé professionnel, il faut au moins avoir 23 000 € et que cette source de revenus de location meublée soit la source essentielle des revenus du foyer. Donc, ça représente plus de 50% des autres revenus. Exemple, si je réalise 60 000 € de revenus de location saisonnière, par exemple, et que j'ai 200 000 € de pension de retraite à côté, on est d'accord que je suis un loueur de meublé non professionnel, quand bien même je dépasse les 23 000 €. Donc, ce seuil des 23 000 €, attention, il n'y a pas forcément de blocage, ne vous freinez pas par rapport à ce point-là. En revanche, lorsqu'on fait de la location saisonnière, c'est aussi un seuil qu'il faut prendre en compte parce qu'en tant que loueur, si vous réalisez plus de 23 000 € sur votre activité de location saisonnière, vous êtes assujetti aux cotisations sociales. Ça veut donc dire qu'il va falloir que vous vous rapprochiez de la sécurité sociale des indépendants ou du régime général pour pouvoir déclarer les revenus et que l'administration, enfin l'URSSAF, vous fasse des appels à cotisation en fonction et elle vous taxe dessus. Alors, il y a toutefois une exception à ce principe, notamment par une réponse ministérielle PELOA. Si vous confiez à un professionnel de l'immobilier, donc une conciergerie notamment, mais sous réserve qu'elle détienne une carte de gestion ou une carte de location, donc si vous confiez cette activité à ce professionnel, eh bien le loueur n'est pas assujetti aux cotisations sociales. Alors pour ceux qui se posent la question et qui se disent je vais basculer, comment ça va se passer, c'est peut-être le moment pour vous de se dire qu'il faut faire appel à un professionnel. Non seulement ça va vous libérer de votre temps et ça va vous éviter d'avoir ces cotisations sociales à payer et à gérer en termes de démarches administratives également. C'est vrai que de passer, alors chez Oumi, depuis le départ, on a fait ce choix de devenir un acteur professionnel de l'immobilier. Ça a été important pour nous parce que l'idée, c'était d'apporter une réponse complète à nos propriétaires, que ce soit dans la gestion de leurs revenus, mais également dans le reversement des taxes de séjour. Et grâce à cette réponse ministériel PELOA, c'est vrai qu'aujourd'hui, en passant par nous, on peut générer une vraie économie sur ces revenus toute l'année. Et donc, c'est également à prendre en compte.
peu de conciergeries aujourd'hui sont ce qu'on appelle les conciergeries locatives, c'est-à-dire garantissent l'utilisation d'une carte. C'est important de l'avoir parce que ça sécurise pas seulement vos revenus, ça sécurise également l'ensemble de la profession qu'on est en train de développer. Et que ça soit la gestion de la caution, la gestion de vos loyers, par exemple, qui sont immobilisés sur des comptes de séquestre, et cetera, et cetera. Voilà. Mais pour nous, c'est une reconnaissance aussi que la conciergerie locative est un vrai métier. Oui. C'est quand même Alors, très, très intéressant. du coup, faites attention au choix de votre conciergerie. Moi, j'apporterai cette précision parce que beaucoup de conciergeries n'ont pas ces cartes professionnelles. Ouais, donc, faites très attention, dans la sélection du partenaire avec qui vous allez collaborer. Mais faites simple, choisissez Oumi, c'est beaucoup plus simple. Alors, petite précision sur 2023, puisqu'on avait titré en fait ce sujet fin du micro-BIC pour les loueurs, notamment parce qu'il y avait une volonté, donc le projet de loi de finances 2023, qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, proposait d'imposer le régime réel des 3 locations courte durée. Donc, dès qu'un propriétaire avait 3 locations qu'il disposait à la location saisonnière. Alors, ce sujet, il a été clairement abandonné. Donc, ça veut dire que ça vous laisse plus de latitude pour vous en tant que propriétaire. Par contre, on a décidé de conserver ce titre parce que je pense qu'on va aller vers une fin, malgré tout, du régime du micro-BIC. En tout cas, je le souhaite parce que probablement, les propriétaires vont comprendre. Il y a une telle évangélisation aujourd'hui que normalement, les propriétaires devraient comprendre qu'ils n'ont pas d'intérêt à choisir le micro-BIC. Donc, c'était la raison pour laquelle on avait maintenu ce titre. Et parce que quand on a décidé de créer cette webconférence, eh bien, on était toujours dans l'attente, tout simplement, de cette loi de finances, de la validation de cette loi de finances 2023. Le projet de loi de finances 2023, il avait aussi évoqué d'autres sujets concernant la location Airbnb. Le fait que ces revenus soient déclarés dans les revenus fonciers, ça a été abandonné. Le fait que la location Airbnb soit assujettie à la TVA, ça a également été abandonné. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, le régime réel pour 3 locations courte durée, ça a été abandonné également. Par ailleurs, le projet de loi de finances 2023 évoquait un statut pour l'investisseur immobilier avec une possibilité d'opter pour la flat tax. Ce projet a également été abandonné. Donc, si vous voyez des publications sur ces sujets, rassurez-vous, il n'y a pas de changement, en tout cas, en tant que tel. Nous vous le validons, hein, nous avons suffisamment regardé la loi de finances pour vous le confirmer aujourd'hui. En revanche, 2 petits sujets concernant la loi de finances. 2 points. Il y a un maintien des exonérations pour ceux qui font de la location meublée, mais la location meublée destinée à l'habitation. Dès lors que cette activité est réalisée dans la résidence principale du loueur et que la personne qui occupe le logement y élit domicile. Donc, on est bien sur une location qui est réalisée au sein d'une résidence principale pour une personne qui va aussi élire ce logement en tant que résidence principale. Sous réserve évidemment que la location soit consentie à un loyer raisonnable, elle soit avoir 192 € par mètre carré et par an sur les biens qui sont situés en Île-de-France et 142 € par mètre carré et par an sur le reste du territoire. Cette exonération a été prolongée jusqu'au 15 juillet 2024 et elle devrait donc disparaître à la fin de cette année 2023. Par ailleurs, les personnes qui réalisent une activité de chambre d'hôte, donc une chambre d'hôte, c'est clairement une activité finalement saisonnière au sein de sa propre résidence principale. Les revenus sont exonérés si on génère moins de 760 € de chiffre d'affaires. Attention, au 31 décembre 2023, cette exonération prend fin. Alors, on verra, à moins que la loi de finances 2024 décide de revoir cette copie, mais en tout cas, c'est ce qui a été validé. Et enfin, dernière information extrêmement importante concernant la loi de finances 2023, c'est qu'aujourd'hui, elle permet à l'administration fiscale d'avoir un accès directement à vos comptes en consultant votre établissement financier, qu'il soit situé en France ou que ces comptes soient situés à l'étranger. Mais si jamais vous êtes soumis à un contrôle, sachez que l'administration fiscale vous prévient, elle va vous prévenir qu'elle consultera votre banque. Donc, tous ceux qui font de la location Airbnb et qui ne déclarent pas leurs revenus, attention, les plateformes remontent l'information. Donc,
L'administration fiscale est prévenue par les plateformes. 2, vous avez cette obligation de vous mettre à jour sur votre espace bien immobilier. Et 3, aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à vos comptes bancaires. Donc, je vous invite vraiment à régulariser le plus tôt possible. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'intérêt du régime réel. C'est le dernier point que je vais aborder aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'un comptable pour pouvoir… C'est la bonne question. Pour pouvoir réaliser son bilan? On n'a pas besoin, ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous devez réaliser un bilan. Et pour réaliser un bilan, c'est soit vous passez par un expert comptable, soit vous choisissez un outil qui va le générer pour vous. Chez Amarissimo, on a ces 2 solutions. Soit j'ai affaire à un expert comptable et donc j'ai un bilan comptable qui est géré par les équipes d'Amarissimo, soit vous utilisez une solution qu'on vient de mettre à disposition. Cette solution, elle est très intuitive, très simple. Il suffit de mettre la valeur de votre bien immobilier, d'indiquer vos loyers, de déduire les dépenses que vous avez mentionnées et c'est l'outil qui va vous générer le bilan et qui va le télétransmettre à l'administration fiscale. C'est important. Alors, c'est vrai que nous, on a eu, depuis la création du MI, on a beaucoup de propriétaires qui nous appellent des fois sur ces sujets-là. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, c'est que c'est tellement complexe. En plus, il y a des évolutions quand même assez régulières de la législation. Oui. Donc, on a fait un choix très tôt de dire, voilà, Amaris, ce sont nos partenaires. On sait que la réponse est précise, elle est fiable. Et on vous invite en tout cas à le faire. Ils ont une capacité d'écoute et de réponse qui est quand même assez intéressante. C'est-à-dire que vous mettez en place voilà, des solutions de rendez-vous en ligne. Prenez le temps, franchement, j'ai pas mal de propriétaires qui l'ont fait. À chaque fois, vous avez de bons conseils, vous avez de bons renseignements. Comme le dit en toute transparence, vous n'êtes pas obligé de signer avec Amaris. Par contre, d'aller chercher ce conseil, n'hésitez pas. Et vous verrez que dans bien des cas, c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un qui s'en occupe pour vous. C'est un peu comme de la conciergerie, mais plus sur son argent finalement, de pouvoir être rassuré d'avoir une bonne expertise là-dessus. Il nous reste quelques questions à répondre. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter effectivement que, alors à l'issue de toute façon de la webconférence, vous allez recevoir un mail, mais n'hésitez pas, comme le disait effectivement Thierry, à prendre un rendez-vous. Le premier rendez-vous, il est gratuit et ça va juste vous permettre en tout cas de vérifier si vous faites correctement vos démarches, si vous avez pris en compte les bonnes options fiscales. Pour moi, il est indispensable, il est gratuit et ça vous permet de faire un point avec un expert qui va vous donner toutes les bonnes astuces et les bonnes règles à mettre en place pour la gestion fiscale de ce bien immobilier. Alors, une petite question de Corinne Duranel. J'ai un gîte et des chambres. Puis-je faire 2 déclarations sous des régimes différents, microbique pour les chambres et réel pour le gîte? Oui, alors on a deux déclarations différentes, effectivement. Donc, on ne va pas les immatriculer de la même manière. Donc, oui. Et le gîte, alors la notion de gîte n'existe plus d'un point de vue fiscal, mais en fait, c'est de la location meublée. Ça veut dire qu'il y a 2 déclarations, une pour la partie chambre d'hôte et une pour la partie location meublée. Alain Passage, j'ai acquis mon bien en 2000 avec Périsol et je l'ai amorti depuis. Je louais en nu jusqu'en 2021. Je loue en meublé depuis 2022. Puis-je encore amortir? Bien sûr, parce qu'en fait, si on passe en location meublée, on déclare une nouvelle activité, alors qu'avant, c'était de la location vide. Et on a besoin d'avoir la valeur au passage à l'actif. Donc, au passage de la location vide à la location meublée, on immatricule. On indique qu'on a un bien qui nous sert d'outil de travail pour cette activité de location meublée. Ce bien, il a une valeur et c'est une valeur à ce jour. Donc oui, vous allez amortir. Donc j'ai bien compris la question en tout cas. C'est parce que dans le cadre du dispositif Périsol, ils ont déjà profité d'un amortissement. Mais il n'est pas pris en compte pour l'activité de location meublée. C'est 2 choses différentes, 2 régimes fiscaux complètement différents. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Ce que j'ai appris depuis qu'on travaille ensemble maintenant, depuis un peu plus de 4 ans, c'est qu'en fait, rien n'est figé. C'est très intéressant parce que beaucoup de propriétaires se focalisent pensent qu'ils ne peuvent pas bouger les lignes un peu de leur fiscalité. Et en fait, c'est vrai que ce qui est très intéressant dans le rendez-vous de découverte que vous faites, c'est qu'on s'aperçoit souvent qu'on peut changer, on peut passer d'un statut à l'autre, on peut trouver une solution en tout cas qui correspond mieux au moment donné. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant de le faire. Une question, si 2 propriétaires sur un même bien, j'imagine, dont un avec usufruit, qui déclare?
Alors, c'est l'usufruitier qui déclare les revenus et aujourd'hui, on Logique. a la possibilité d'amortir l'usufruit. Alors, c'est pareil, il y a quelques années, enfin avant 2019, lorsqu'on avait démembré son bien immobilier, on devait opter pour le régime du micro parce qu'on n'avait pas d'intérêt à amortir, on n'avait pas d'intérêt à passer au réel parce qu'on ne pouvait pas amortir. Or, depuis 2019, le Conseil d'État a statué que le démembrement permettait l'amortissement de l'usufruit. Donc, D'accord. l'usufruit déclare les revenus et amortit. Donc, c'est une bonne nouvelle. Jean-Yves Nettini, pardon. Amortissement, les charges de copro sont-elles incluses? Bah oui, Alors, on les déduit, les charges de tout à fait, bien copropriété, sûr. effectivement, on Donc, va venir les déduire. ça, c'est En, plutôt en- en intéressant. location meublée, gardez vraiment en tête qu'on déduit toutes les dépenses engagées. Donc, le moindre euro qui est parti, qui a été dépensé pour votre activité de location meublée, eh bien, il va pouvoir se traduire comptablement et se déduire comptablement. À titre d'information, tous les ans, nous, on édite pour tous nos propriétaires le bilan de leur année avec toute leur facturation, le compte rendu de gestion annuel. Le moindre déplacement d'une de nos concierges pour aller réparer un volet, pour, etc., etc., est déductible également, puisque c'est bien une activité qui a eu lieu pour le compte de votre bien. Donc, ça fonctionne également. Jérôme Vitou, bonjour. Lorsque je vais faire ma déclaration de logement sur le site des impôts, Oui. étant donné que je loue quelques semaines par an ma résidence secondaire, je dois cocher louer plutôt que simplement résidence secondaire. Je pense qu'il faut plutôt préciser que c'est la résidence secondaire dans ce cadre-là, ça me semble plus logique. Par ailleurs, vous D'accord, déclarez votre activité de location meublée. d'accord. En fait, à mon avis, il est plus important d'indiquer la mission principale de ce logement, en fait, D'accord. la fonction principale. Pascal Pellerin, et comment s'appelle cet outil pour faire son bilan seul, mais avec la télétransmission? C'est l'outil Solo, en fait, c'est C'est ça? ça, tout C'est à ça. fait. J'ai renvoyé un lien justement sur l'outil. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site. Mais là aussi, si vous prenez un rendez-vous, on vous expliquera. Alors, si et on vous présentera l'outil, on vous expliquera tout simplement comment faire, comment déclarer, toutes les étapes préalables. Et puis, si l'outil vous convient ou pas, parce que parfois, on a aussi des personnes qui ont vraiment besoin d'être réassurées, même si l'outil est très simple. Eh bien, on a certaines personnes qui ont besoin de confier et de déléguer 100%. L'outil Amaris fonctionne-t-il pour les SARL de famille? Eh bien, c'est une bonne question, Jean-Philippe. J'ai un petit doute, j'ai un vrai petit doute. Donc, contactez plutôt nos équipes, on va vous répondre. Pour l'outil Solo? Oui, pour Ouais. l'outil Solo, oui, bien En sûr. expert, il n'y a pas de débat, il fonctionne. Enfin, c'est Ah vraiment oui, l'outil oui. Solo, on est Après, nous, d'accord. Ouais, notre partie expert, évidemment, bien on sûr. accompagne les Mmh. SARL de famille. Mmh. Et une dernière question de Corinne Duranel. Les déductions se font-elles sur présentation de factures ou simplement de tickets de caisse? Ticket de caisse, ça peut fonctionner Tickets de caisse, ouais. également. Ouais. C'est pas, parce que bon, ça peut fonctionner sans problème. On a quand Ben, même le libellé sur les tickets de caisse aujourd'hui. ouais, ouais, Donc, souvent, on on va trouve même pouvoir faire le lien. la TVA et autres, ouais, toutes les infos. Écoute, c'était très clair. Un grand merci, Aurélie. C'est vrai que je le dis, mais j'en parle souvent lors de rencontres avec des propriétaires. Je pense que le flou qui a longtemps existé sur la résidence secondaire, l'État a bien compris tout l'intérêt de la masse d'argent que ça pouvait générer. Et je pense que dans les années à venir, on le voit, nous, sur les réglementations, que ça soit au niveau des communes avec le numéro d'enregistrement, que ça soit au niveau des impôts, que ça soit sur différents aspects, l'État va légiférer et à mon avis, il faut qu'on soit prêt à ça. Enfin, c'est important de se préparer à cette évolution parce que on sent que la professionnalisation du tourisme, de tout cet aspect-là, va engager des changements. Donc, je vous conseille en tout cas et à tous les propriétaires de plus vous informer. Et c'est important pour nous d'animer ça, d'animer des ateliers comme ça avec Aurélie. On en aura d'autres, on va essayer d'en faire d'autres durant l'année de façon à pouvoir vous accompagner dans la gestion de votre bien. Il y a d'autres sujets aussi, comme les diagnostics immobiliers, c'est en train de sortir. Il y a pas mal de sujets qui vont sortir sur la résidence secondaire, donc on va essayer de garder un peu toute cette agilité et vous donner des infos au fur et à mesure.
Voilà, Merci je te Thierry. laisse le mot de la fin. Merci Thierry, merci à tous. Ravi d'avoir pu éclairer en tout cas nos participants. Et puis, comme on le disait, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires, tant sur les revenus locatifs que votre bien peut générer ou sur les déclarations, eh bien, on est à votre disposition. Contactez-nous, ce sera avec un grand plaisir. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.